Bonjour à toutes et à tous, je vous propose qu'on démarre notre réunion de ce jour. Madame la ministre, mes chers collègues, bienvenue. Permettez-moi évidemment tout d'abord de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2023, une année pleine de réussite et de bonheur pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos équipes, pour les équipes de notre commission et toutes celles et ceux qui nous entourent au quotidien. Je forme le vœu évidemment que 2023 soit l'année d'une Europe forte dans le concert des puissances, fière d'elle-même et qui affirme ses valeurs sans transiger. Que l'année 2023 soit aussi celle de la concrétisation des grands projets européens que nous avons amorcés ces dernières années, souvent à l'initiative de la France, évidemment les suites de la Convention sur l'avenir de l'Europe, la poursuite de la communauté politique européenne, qui sont des projets extrêmement structurants et importants, et en particulier le second qui permet à des États qui ne sont pas toujours membres de l'Union européenne, qui parfois ont des positions extrêmement antagonistes, de se parler et de collaborer. Et je crois que dans cette époque troublée, c'est absolument nécessaire. Je souhaite aussi que cette année 2023, qui est une année qui précède les élections européennes, et donc qui sera une année importante 2024 pour le projet européen, j'aimerais bien que cette année puisse être une année de débats féconds et d'idées, de sorte à ce qu'on puisse poursuivre la relance du projet européen tel que ça a été amorcé maintenant depuis plusieurs années. Et puis, à chaque épreuve que nous aurons à affronter en 2023, eh bien, que nous puissions affirmer que l'Europe nous permette d'agir plus vite et plus fort, comme elle a su le faire en 2022, pour s'opposer à la Russie qui mène une guerre criminelle, pour poursuivre la réindustrialisation de notre continent, pour poursuivre les stratégies d'innovation et surtout pour trouver à l'échelle de notre continent les réponses aux défis de ce siècle. Avant que nous abordions le thème de notre audition de ce jour, je voulais quand même saluer l'entrée de la Croatie dans la zone euro et dans la zone Schengen. Je crois que lorsqu'on s'arrête sur le chemin de ce pays depuis 30 ans, qui était il y a moins de 30 ans en prise à une guerre civile absolument terrible, entré dans l'Union européenne il y a de cela moins de 10 ans, et qui maintenant arrive à rejoindre l'euro et la zone Schengen. Je crois que le chemin de la Croatie est une source d'inspiration aussi quand on voit ce qui se passe en Ukraine, et je crois qu'on peut applaudir nos amis croates. En ce début d'année 2023, enfin, nos pensées vont directement aux Ukrainiens qui sont victimes d'une guerre d'agression d'une brutalité inouïe qui viole évidemment toutes les règles du droit international depuis maintenant plus d'un an. Et s'il y a bien une chose que cette guerre nous enseigne, c'est la résilience avant tout du peuple ukrainien et de ses dirigeants, mais aussi du projet européen. Et 2023, j'en suis certain, le montrera à nouveau. Et cette guerre, et j'en viens à l'objet de notre réunion de ce jour, était évidemment le principal sujet à l'ordre du jour du Conseil européen des 14 et 15 décembre dernier. Je crois qu'il est nécessaire à nouveau de saluer l'action des Européens pour soutenir l'Ukraine et son peuple, qui aurait cru qu'en moins d'un an, les 27 pays de l'Union resteraient unis pour valider un 9e train de sanctions contre le régime de Moscou et ses affidés. Et sur ce sujet, nous serions intéressés, Madame la Ministre, de savoir s'il existe encore des marges possibles d'action pour de nouveaux trains de renforcement de sanctions contre la Russie, et s'il y a à ce stade des réflexions sur le sujet avec nos partenaires européens. Le deuxième sujet abordé lors de ce Conseil européen était celui de l'énergie. Notre Europe a besoin de renforcer sa souveraineté énergétique tout en réduisant notre dépendance aux énergies fossiles. Et des mesures ont été prises, et des mesures importantes ont été prises au niveau européen pour contenir la hausse des prix de l'énergie, amortir ses conséquences économiques et sociales, la constitution de stocks, le lancement d'achats conjoints, la diversification de nos sources d'approvisionnement, la mise en place d'outils de solidarité et dans la foulée du Conseil européen, le plafonnement du prix du gaz, comme le demandait la France. Le sujet qui est maintenant devant nous est celui de la réforme du marché européen afin de décorréler les tarifs de l'électricité de celui du gaz. Et nous aurions aimé éventuellement pouvoir vous entendre sur ce sujet. Enfin, ce Conseil européen était l'occasion de débattre du défi majeur qui a été lancé aux Européens par les États-Unis d'Amérique avec la législation américaine de l'Inflation Reduction Act,
souvent appelé IRA, et on pourra l'appeler de cette façon-là, ce sera peut-être plus simple pour notre discussion. Et la visite d'État du président de la République aux États-Unis en décembre a été salutaire. Je crois qu'elle a permis de faire bouger certaines lignes, mais nous serions bien naïfs de penser que le sujet est clos. Et donc je pense que notamment le sommet européen qui doit se tenir début du mois de février doit aussi permettre aux Européens d'apporter une réponse consistante et solide à ce sujet. La France porte depuis longtemps de nombreuses propositions. Des propositions franco-allemandes ont été également avancées. La Commission européenne est mandatée, donc nous aurions aimé connaître l'état de la réflexion et des discussions sur ce plan. Voilà pour brosser un panorama un petit peu plus large. Je suis sûr que mes collègues auront beaucoup de questions à ce sujet et je vous souhaite immédiatement la parole. Merci, Merci Monsieur le Président. Et mesdames et messieurs les députés, d'abord permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2023. Nous allons avoir beaucoup de défis et je nous souhaite à tous collectivement d'être à la hauteur. Et puis bien sûr, plus d'intégration européenne, plus une Europe plus forte, une Europe qui soit plus solidaire et évidemment une Europe plus résiliente. Comme beaucoup d'entre vous, je crois qu'il est important d'insister sur la solidarité parce que, Monsieur le Président, vous le mentionnez, elle s'est déployée pendant toute la guerre en Ukraine. Elle va devoir se déployer face à la situation énergétique et on l'a déjà vu, et également face à l'Inflation Reduction Act. Et puis toutes les tentatives de déstabilisation que l'on peut voir à la frontière de l'Union européenne. Mais je souhaite vous remercier pour vos bons vœux d'abord et puis pour cette invitation de début d'année pour présenter les résultats du Conseil européen qui s'est tenu le 15 et 16 décembre dernier. Vous avez commencé à l'évoquer, Monsieur le Président, la guerre en Ukraine était bien évidemment au sommet de l'agenda, de même que la situation énergétique, la situation économique, les questions de sécurité et de défense, et puis le renforcement de notre politique industrielle, qui est bien sûr, mais pas seulement, une réaction à l'IRA. Il y a également eu un débat stratégique sur le voisinage sud et puis l'octroi du statut de candidat à l'adhésion à la Bosnie-Herzégovine, qui je crois est également important. Alors pour l'Ukraine, d'abord le Conseil européen a permis de débloquer le soutien macro-financier de 18 milliards d'euros pour l'Ukraine pour cette année. C'est évidemment une aide qui est destinée à couvrir les besoins structurels, à soutenir le pays pendant cette période de guerre. C'est toujours une priorité pour l'Europe et je crois que nous pouvons saluer à cet égard l'engagement constant de votre commission et notamment l'adoption, Monsieur le Président, de la proposition de résolution qui affirme le soutien de l'Assemblée nationale à l'Ukraine et qui condamne la guerre qui est menée par la Fédération de Russie. Je crois que le vote par la représentation nationale de ce texte à la quasi-unanimité est vraiment important. Il affirme de façon très forte la solidarité de toute la nation française avec le peuple ukrainien. Et puis vous avez été nombreux à le dire, je crois, au cours de ce débat, l'Ukraine est une cible parce qu'elle croit en la démocratie libérale, respectueuse de l'individu, des minorités, des droits fondamentaux, en un mot, parce qu'elle partage toutes nos valeurs européennes. Et donc, pour en revenir aux conclusions du Conseil, il était important qu'il y ait cette adoption le 15 et 16 décembre, puisque cela a permis des premiers versements à l'Ukraine dès ce mois, dès le mois de janvier. Et puis surtout, il était important de rappeler l'unité de tous les pays de l'Union européenne face à la pression qui est exercée par la Russie et que nous continuerions d'exercer en retour de la pression contre la Russie. C'était d'ailleurs l'objet de l'adoption du 9e paquet de sanctions et qui a, je crois, été... À chaque fois, c'est un peu plus dur quand même, mais nous avons pas plus dur d'avoir l'unanimité, mais plus dur dans les mesures que nous prenons. Et c'est pourquoi cette solidarité et l'unité sont extrêmement importantes.
Autre temps fort de ce dernier Conseil, vous avez commencé à les mentionner. D'abord, le principe du plafonnement des prix, le price cap sur le transport de pétrole russe vers les pays tiers, qui est maintenant à l'œuvre. Et puis les accords sur l'énergie, j'y reviendrai. Et enfin, quand on parle des sanctions, aussi un accord unanime pour accentuer le dialogue avec les États tiers qui tenteraient ou seraient tentés de contourner les sanctions. Il y a également eu un accord pour augmenter le plafond de la facilité européenne pour la paix de 2 milliards d'euros. Donc, il dépasse largement les 5 milliards qui étaient initialement le plafond. Ce qui va nous permettre de poursuivre notre soutien militaire à l'Ukraine et de garder des ambitions globales en même temps de cet instrument, puisque, comme vous le savez, il n'est pas seulement dédié à l'Ukraine, mais également aux interventions extérieures de l'Union européenne. Et puis, il y a eu aussi un fort engagement pour aider les Ukrainiens à passer l'hiver. C'était l'objet de la conférence du 13 décembre que nous avons appelée Solidarité du peuple ukrainien, qui était à Paris, qui a été organisée par le président Zelensky et le président Macron, et qui a été un franc succès, puisque plus d'1 milliard d'euros de contributions qui permettent un soutien d'urgence, dont 125 millions d'euros pour la France, ont été mobilisés. C'est important et on y reviendra peut-être parce que ce sont les générateurs pour passer l'hiver. C'est des choses aussi simples que des ampoules, mais qui vont permettre de s'éclairer. Et en ce moment, comme vous le savez, les infrastructures énergétiques sont régulièrement tapées par l'armée russe. En ce qui concerne l'énergie, le Conseil européen a aussi permis de donner l'impulsion politique nécessaire pour que le Conseil d'énergie du 19 décembre aboutisse à l'adoption d'un mécanisme permettant, sous certaines conditions, le plafonnement des prix du gaz sur le marché. C'est un mécanisme qui est exceptionnel et temporaire, mais il est très important parce qu'en fait, il sape la spéculation sur le marché de l'énergie qui fait monter les prix. Et évidemment, c'était l'objectif de ce mécanisme. 2 autres textes ont été adoptés au Conseil énergie. Ils vont d'une part permettre d'accélérer les procédures relatives au développement des énergies renouvelables au sein de l'Union européenne et d'autre part la mise en place de la plateforme d'achat conjoint de gaz naturel. Et là aussi, c'est ce qui doit nous permettre, avec la force de levier des 500 millions de consommateurs de l'Union européenne, de faire baisser les prix. Et ces mesures, elles s'inscrivent dans tout ce qui a été pris depuis le début de la guerre, et notamment 3 règlements qui avaient été adoptés depuis le printemps, qui vont permettre de renforcer à la fois l'indépendance et la souveraineté énergétique de l'ensemble de l'Union européenne. Voilà, donc toutes ces mesures, bien sûr, elles vont dans le sens et elles doivent nous permettre de mettre fin à notre dépendance énergétique à l'égard de la Russie. Et puis, plus largement, de mettre fin à notre dépendance énergétique à l'égard des énergies fossiles. Et c'est pour ça que nous insistons à chaque fois sur l'importance de réduire notre consommation d'énergie. Et c'est d'ailleurs la meilleure mesure pour faire baisser les prix. Et de les faire réduire, en fait, en augmentant la production d'énergie décarbonée. Le Conseil européen, à cet égard, a aussi été décisif pour conclure les discussions en cours et clarifier le cap pour l'hiver prochain, puisque nous ne pouvons pas tabler sur le fait que la guerre sera terminée. Et donc, c'est dès maintenant que nous allons pouvoir prévoir comment ou anticiper au mieux les difficultés que nous pourrions avoir l'hiver prochain, à la fois sur les prix et sur l'approvisionnement. On pourra en reparler tout à l'heure si vous le voulez, mais la direction, vous avez commencé à l'évoquer, Monsieur le Président, c'est évidemment celle aussi de la réforme du marché de l'électricité. Vous avez décidé que nous ne dirions pas Inflation Reduction Act, mais IRA, et mentionné les relations transatlantiques. Évidemment, les discussions ont commencé à ce sujet. Et le Conseil européen s'est d'ailleurs accordé sur la nécessité de plusieurs choses, dont un nouveau conseil le 9 et 10 février, dont le thème sera l'IRA et le second thème, l'immigration. Il y a bien sûr eu des discussions, et on y reviendra, entre l'Union européenne et les États-Unis, et notamment la visite du président de la République, mais je crois que
quand on regarde devant, le plus important, c'est vraiment de renforcer la stratégie et la politique industrielle de l'Union européenne. Avec la guerre, l'Union s'affirme beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte. Elle doit le faire non seulement face à la Russie et d'un point de vue militaire, financier et humanitaire, mais également dans sa stratégie industrielle pour devenir encore plus compétitive, plus attractive économiquement pour nos emplois, et puis très forte face aux distorsions de concurrence qui menacent non seulement nos industries, mais aussi notre capacité à assurer la transition énergétique. Et donc c'est pour ça que les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à la Commission de présenter les 9 et 10 février une stratégie complète pour que l'on puisse faire la réponse la plus forte possible et la plus ambitieuse possible à ces défis. À ce stade, et avec l'Allemagne, bien sûr, il y aura des ajustements, mais ce que nous, France, demandons à la Commission, c'est d'abord d'ajuster le cadre relatif aux aides d'État pour qu'il soit adopté pour autoriser le soutien ciblé à certains secteurs, notamment ceux qui sont clés dans la transition verte, donc le photovoltaïque, bien sûr, mais aussi l'éolien, l'hydrogène, les pompes à chaleur. Et puis surtout, et je crois que c'est vraiment important, pour que les procédures d'approbation des projets qui sont financés par l'Union, de même que ceux pour lesquels de larges aides d'État sont autorisées, comme les projets qu'on appelle PIEC, soient accélérés et simplifiés. Et puis, là encore, je crois qu'il est important que nous trouvions des réponses en européen. Il ne s'agit pas de se faire la guerre ou de fragmenter le marché unique. Il faut absolument que nous sortions plus forts tous ensemble de cette crise, et notamment en matière d'énergie. Donc ce que nous voulons, c'est assurer notre sécurité au meilleur prix et en européen. Et la solidarité est importante, on l'a vu cet hiver, à la fois pour nous, quand nous importions de l'électricité, ce qui n'est plus le cas, mais aussi pour nos voisins à qui nous avons exporté du gaz. Ceux qui réclament de faire de la France un îlot électrique, en fait, c'est un premier pas, une suggestion de Frexit. Et je crois qu'il faut faire attention à ces brèches dans la solidarité européenne. Et c'est pourquoi le projet de loi que vous avez adopté hier sur l'accélération de la production des énergies renouvelables est vraiment important. Et j'en profite ici pour vous remercier. Après, nous avons effectivement, avec les crises successives et avec la guerre, de nouvelles réalités, notamment dans un environnement virtuel qui est hautement instable. Et ça nous impose non seulement de prendre en compte les implications stratégiques de ce qui est une véritable confrontation qui dépasse le monde physique, mais aussi les menaces qui pèsent sur nos infrastructures essentielles. Et d'ailleurs, et beaucoup d'entre vous, et notamment vous, Monsieur le Président, l'ont souligné, sur nos institutions démocratiques, avec les fausses nouvelles, avec la misinformation. Et tout cet enjeu, il est au cœur d'une série de textes qui sont sur le point d'être finalisés dans le cadre de la politique européenne de cyberdéfense, puisque nous envisageons l'adoption de conclusions au Conseil Affaires étrangères en mai-juin 2023. Avec ces outils, en fait, ce que nous voulons, c'est que l'Union atteigne un niveau de cybersécurité et de résilience de ses infrastructures encore plus fort et qui paraît vraiment qui est vraiment crucial à cette étape géopolitique. Et puis, il y a eu aussi un conseil JAI, donc Affaires intérieures et justice, les 8 et 9 décembre 2022, qui ont pris des recommandations, qui font des recommandations pour intensifier le soutien de l'Union européenne au renforcement de la résilience des infrastructures critiques, et puis surtout s'assurer que nous ayons une bonne coordination au niveau européen, à la fois en termes de préparation, c'est très important, et de réaction. Voilà, il y a une discussion également sur le voisinage sud, qui est très important pour la plupart des pays de l'Union européenne et qui a permis de préparer, en fait c'est une première préparation au sommet qui sera dédié au voisinage sud, qui est prévu pendant la présidence espagnole du Conseil, donc au deuxième semestre de 2023. Il est très important pour soutenir et poursuivre le soutien à la prospérité et à la stabilité de cette région. Et vous savez à quel point c'est compte pour la France et pour l'ensemble de l'Union européenne de s'assurer que tout son voisinage est stable.
Et puis, il y aura évidemment aussi un agenda positif avec des projets sur les défis qui nous sont partagés, la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique, un peu dans le voisinage de ce qui avait été fait avec les Balkans l'année dernière. Ce qui m'amène habilement aux Balkans occidentaux et à la Bosnie. Et comme vous le savez, le Conseil européen a endossé les conclusions du Conseil sur l'élargissement, adopté le 13 décembre, et donc marqué son accord à l'octroi à la Bosnie-Herzégovine du statut de pays candidat à l'adhésion de l'Union européenne. Je crois que dans le contexte géopolitique qui est le nôtre, et qui est évidemment marqué par l'offensive militaire et les ingérences déstabilisatrices de la Russie dans toute cette région, est très forte, et je crois que tout le monde en a conscience. Accorder ce statut, c'était vraiment souligner et donner de la chair à l'importance du rapprochement que nous envisageons entre l'Union européenne et l'ensemble de la région des Balkans. Et je crois plus particulièrement à la Bosnie-Herzégovine, nous devions apporter un témoignage concret de la perspective européenne. C'est à la fois un témoignage positif et aussi une incitation pour la Bosnie à faire les efforts qu'elle doit faire en matière de réforme pour se rapprocher de l'Europe et notamment en matière d'état de droit. Et comme vous le savez, je crois que c'est vraiment une croisade essentielle, celle de l'état de droit dans les pays du voisinage. Et pour le peuple de Bosnie, c'est effectivement une promesse d'un avenir commun, de paix, d'unité, mais aussi de prospérité. Donc voilà, vous le voyez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le programme de ce Conseil européen était exceptionnellement chargé. Il reflète la volonté toujours très forte de faire face ensemble, et j'insiste sur le ensemble, puisqu'à chaque fois il y a consensus, aux conséquences de l'agression russe contre l'Ukraine, et bien sûr sans laisser de côté les sujets de long terme, plus structurants, qui font notre unité. Je vais juste ajouter quelques mots pour élargir un petit peu d'abord sur la Hongrie. Et là, je voudrais revenir sur la mise en œuvre pour la première fois du mécanisme de conditionnalité de fonds européens. Et comme vous le savez, la Commission européenne et les États membres ont déployé une action concertée face aux atteintes à l'état de droit partout sur l'Union européenne, et cela va continuer. En Hongrie, donc, il y avait une action particulière qui a été engagée par la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que les risques qui portaient atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne et donc du contribuable européen étaient particulièrement importants. Et donc ces risques, ils ont été identifiés, documentés, analysés. Et c'est pour la première fois, ils ont mené la Commission européenne à actionner ce mécanisme de conditionnalité. Je crois qu'on peut se réjouir à double titre. D'abord parce que le mécanisme a porté ses fruits, puisque la Hongrie a donné des gages concrets. Elle s'est engagée à mener des réformes pour lutter contre la corruption, mais aussi parce que la Commission et les États membres ne sont pas naïfs. Non seulement les promesses, les textes comptent, mais aussi leur mise en œuvre. Et c'est pourquoi ce mécanisme continue. La Hongrie va devoir continuer de progresser sur ses engagements et sur leur mise en œuvre. Mais je crois qu'on peut déjà saluer le dialogue qui a été à la fois ferme mais respectueux de la Commission avec Budapest, et sans jamais se départager du haut degré d'exigence que nous avons pour nos valeurs européennes. Et puis, peut-être un dernier mot sur la communauté politique européenne. Nous en avions parlé ici plusieurs fois de cette initiative de la France. Et à nouveau, je vous remercie, Monsieur le Président, de l'initiative d'organisation d'une table ronde sur ce projet en présence de l'ambassadeur Pierre Vimont et de plusieurs experts. D'abord parce qu'il faut le faire vivre, ce projet, mais aussi parce que les idées du Parlement sont évidemment extrêmement utile pour le continuer et pour le concrétiser. Laissez-moi juste rappeler qu'il ne se substitue à aucun des structures qui existent sur l'ensemble du continent européen, mais au contraire, il les complète. Et la prochaine réunion de la communauté politique européenne aura lieu en Moldavie au mois de juin. Et je crois là encore un témoignage important vis-à-vis de la Russie. J'insiste à nouveau sur le fait que la diplomatie parlementaire, à cet égard, elle est extrêmement
importante, non seulement pour ce projet, mais aussi sur les positions françaises qui portent une Europe plus forte, plus intégrée, plus souveraine et plus démocratique. Et là, je pense évidemment et inévitablement, j'ai envie de dire, à la COSAC, Monsieur le Président et Mesdames et Messieurs les députés membres du bureau. C'est une enceinte très très importante et il faut savoir que la Commission française y porte une grande influence, donc continuer de l'utiliser, je crois que c'est indispensable à la fois à l'avancée de l'Europe et au débat démocratique. Et puis je pense bien sûr à l'Assemblée parlementaire franco-allemande, Madame la Présidente Brigitte Klinkert, dont les travaux sont aussi cruciaux pour mieux appréhender nos défis communs et qui ont été particulièrement importants dans la perspective du Conseil des ministres franco-allemand qui, comme vous le savez, a lieu le 22 janvier. Et puis bien sûr, je pense à tous les groupes d'amitié parlementaires. Et d'ailleurs, je salue ici la Constitution au mois de décembre. Et évidemment, il va de soi que je suis à votre disposition et que je continuerai d'associer les députés nationaux et les députés européens dans tous mes déplacements, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Voilà, c'est une vraie conclusion maintenant. Charles Michel a décidé de convoquer, je le disais en introduction, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement les 9 et 10 février prochains. 2 sujets principaux, les questions migratoires et la politique industrielle européenne dans le contexte de la concurrence exercée par la Chine, mais aussi de l'adoption par les États-Unis de l'IRA. Je crois que face à ces enjeux et à ces menaces sur tout ce qui fait nos valeurs, il est vraiment indispensable que les chefs d'État et de gouvernement donnent rapidement des impulsions décisives. Et cette réunion sera préparée notamment par les propositions de la Commission pour répondre à l'IRA et évidemment toutes vos bonnes idées. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je passe tout de suite aux questions des orateurs de groupe. Pour 2 minutes, Constance Le Grip pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour cette présentation très exhaustive des résultats des derniers conseils européens et d'ailleurs de quelques autres conseils des ministres importants qui ont jalonné le mois de décembre. Je voulais revenir sur l'un des sujets très importants traités par nos chefs d'État et de gouvernement et que vous avez également déjà exposé, mais en vous demandant quelques précisions supplémentaires, c'est le sujet de la politique industrielle européenne et de l'appel solennel lancé par le Conseil à la Commission européenne de présenter très bientôt, donc d'ici au prochain Conseil européen des 9 et 10 février, une stratégie industrielle ambitieuse, une stratégie pour stimuler, renforcer notre compétitivité et notre productivité. Il a été fait référence à plusieurs reprises, tant par vous, Madame la Ministre, que par le président Anglade de l'IRA. On ne prononcera pas autre chose que cet acronyme, mais le retour du protectionnisme américain, hein, j'ose le mot, ainsi d'ailleurs que la persistance à la fois de la crise énergétique qui est particulièrement aiguë en Europe et de la volonté de puissance de la Chine, incontestablement, doivent nous pousser à accélérer la refonte, la révision en profondeur de nos régulations européennes en matière d'aide d'État, en matière de commandes publiques, par exemple, pour ne citer que ces domaines-là, et également nous pousser à accélérer la mise en place de mesures concrètes, coordonnées, pour véritablement garantir notre indépendance industrielle et notre souveraineté. Il a été fait allusion à la contribution franco-allemande qui a été présentée à la mi-décembre par Bruno Le Maire et son homologue Robert Habeck, transmis à la Commission européenne, qui concrètement demande par exemple un assouplissement du régime des aides d'État aux entreprises, ainsi que des mesures très ciblées en matière de crédit d'impôt pour les secteurs stratégiques, les industries du futur. Voilà, donc je ne veux pas être trop longue. Vous avez vous-même évoqué également la nécessité de simplifier les fameux PIEC. Où en est-on ? Que peut-on dire à ce stade des réactions et de ce que sera la position de la Commission européenne ? La présidence suédoise regarde-t-elle cela avec intérêt ? Quid du Buy European Act et d'un éventuel Buy European Tech Act ? Des idées qui pourraient être portées également encore plus fort par la France. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Joëlle Mélin pour le Rassemblement national pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président.
Madame la ministre, mes voeux, bien évidemment, en mon nom et ceux de mon groupe, pour toutes les personnes présentes dans cette Assemblée. Madame la ministre, je vous remercie d'être présente parmi nous afin de répondre aux interrogations sur les conclusions du dernier Conseil européen des 15 et 16 décembre passés. Celles-ci sont très instructives et reflètent parfaitement la hiérarchie des défis actuels auxquels sont confrontés les pays membres de l'Union européenne, comme le conflit russo-ukrainien, la sécurité énergétique, les capacités de défense, entre guillemets, en Europe, et qui sont tout autant de sujets qui, jusqu'en France, irriguent nos débats et surtout préoccupent nos concitoyens. Je souhaite néanmoins vous interroger sur un point précis et qui ressemble fâcheusement à un angle mort de la politique européenne, c'est bien sûr la cohérence des politiques énergétiques. Or, l'Union européenne, au motif qu'elle doit faire avancer le rouleau compresseur de la concurrence dans tous les domaines de l'économie, s'évertue à maintenir les conditions du marché unique de l'énergie, même si on apprend que celui-ci va être modifié. Ce marché, au mécanisme absurde, détermine le prix de l'électricité sur le marché de gros, marché où l'électricité est négociée avant d'être livrée aux clients, et ce prix est fixé par rapport au prix de production du mégawatt de la dernière centrale à gaz en fonctionnement. Le problème, le prix du gaz aujourd'hui est extrêmement volatile. C'est pourquoi, au Rassemblement national, nous proposons de sortir de cette tutelle. Et je dois dire qu'à titre personnel et au nom de mon groupe, j'en ai parlé au Parlement européen dès le mois de mai 2021, il y a déjà pratiquement 2 ans. Et nous proposons de libérer la France d'une règle qui gonfle artificiellement la facture énergétique des Français. Ma question, pouvez-vous nous dire pourquoi votre gouvernement ne défend pas cette position de bon sens lors des négociations au Conseil ? Et enfin, et en annexe, êtes-vous en mesure de nous apporter des éléments concrets sur des avancées en matière de révision de la taxonomie, qui est directement liée, afin d'y inclure complètement le nucléaire comme énergie éligible au financement européen, cette question étant intimement liée à la maîtrise des coûts. Il faut quand même malgré tout rappeler que c'est le nucléaire français qui, malgré ses faiblesses, soutient l'indépendance, entre l'Allemagne en particulier, et l'indépendance européenne. Et sur cette question, vous savez que vous pourrez vous appuyer sur la présidence suédoise. Que comptez-vous faire, Madame la Présidente ? Merci beaucoup. La parole est à Nathalie Osiol pour le groupe La France Insoumise. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, d'abord, je vous prie de m'excuser si je dois quitter la commission un petit peu avant la fin. Parenthèse. Comme souvent, quand il s'agit de vanter ses bonnes intentions, le Conseil européen n'est pas économe en tournures emphatiques et quelque peu empoulées. Le Conseil européen reste déterminé, l'Union européenne demeure résolue, le Conseil européen se félicite, etc. Mais derrière les belles paroles, on regrette qu'il n'y ait toujours pas tellement d'avancées sociales ou écologiques concrètes. Je reviendrai sur 3 points. Concernant d'abord la sécurité alimentaire, les conclusions du Conseil européen mentionnent la nécessité de continuer à assurer la disponibilité de produits agricoles et d'engrais à un prix abordable. Autrement dit, il n'y a aucune remise en question du modèle agricole extensif. Et ce, alors que nous avons vécu un été caniculaire, alors que nous enregistrons actuellement les températures les plus élevées depuis le début des relevés en 1900. Or, l'agriculture est le plus grand contributeur au réchauffement climatique par ses émissions de gaz à effet de serre. Concernant la crise énergétique, il est tout de même bien ironique, permettez-moi de le souligner, que le Conseil européen se félicite des progrès accomplis étant donné l'état de l'inflation sur les prix du gaz et de l'électricité. Il envisage même de corriger le marché alors que l'on paye littéralement la libéralisation du marché. Il n'y a qu'à voir l'envolée exponentielle des prix de l'électricité et du gaz depuis la privatisation d'EDF-GDF. Je précise que EDF-GDF existait alors que nous étions dans l'Union européenne, donc il va peut-être falloir trouver un autre argument que de brandir la menace du Frexit pour nous convaincre. Cette obstination à rester dans le marché européen de l'énergie relève-t-il plutôt de l'idéologie, de l'aveuglement, du déni ou des 3 à la fois ? Par ailleurs, l'Allemagne, dont l'industrie est très dépendante du gaz, ne veut entendre parler ni d'un plafonnement du prix du gaz, ni d'un nouvel emprunt pour soutenir les ménages et les entreprises en difficulté. Alors je vais faire très rapidement pour le 3e point. Super. Sur l'économie, le Conseil européen veut mettre en place les conditions de concurrence équitable au niveau mondial. Pendant ce temps, les États-Unis ont pris un virage protectionniste et usent de politiques commerciales agressives. Bref, que de temps perdu.
tout se fait dans l'urgence et pour cause, la France a été à la présidence de l'Union européenne pendant 6 mois en 2022 sans qu'aucune leçon ne soit tirée Merci de l'impasse beaucoup. néolibérale. Je m'arrête là. Merci, chers collègues. Merci de respecter un peu les temps de parole, de sorte à ce que tout le monde puisse s'exprimer. C'est une réflexion générale, Madame Oziol, ça ne vous visait pas en particulier. La parole est à Monsieur Settlinger pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci pour votre présence cet après-midi à notre première réunion de l'année 2023. Mes propos concerneront avant tout les questions énergétiques. Il y a quelques mois, l'Allemagne avait conclu des contrats pour son approvisionnement en gaz avec des pays du Golfe, ce qui avait été critiqué, l'Allemagne étant accusée alors de faire cavalier seul. Lors du Conseil européen des 15 et 16 décembre dernier, il a été décidé qu'il devait y avoir une meilleure coordination des achats de gaz. Qu'en est-il depuis ce Conseil européen? Estimez-vous, Madame la Ministre, que cette concertation, cette meilleure coordination a été mise en place au niveau des achats de gaz? Ma deuxième question concerne les aides aux entreprises. Dans ce contexte compliqué pour de nombreuses entreprises, dans le cadre de cette crise énergétique, l'Allemagne a mis en place des aides aux entreprises. Les États-Unis également, comme ça a été rappelé par notre collègue Le Grip. Madame la Ministre, estimez-vous qu'il faille mettre en place une concertation plus approfondie au niveau de l'Europe pour éviter des situations éventuellement de distorsion de concurrence entre pays, des pays mettant en place certains dispositifs, d'autres non, ce qui pourrait évidemment fragiliser nos entreprises en comparaison des entreprises allemandes par exemple. Merci beaucoup en tout cas par avance, Madame la Ministre, pour vos réponses. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Louise Morel pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, au nom du groupe démocrate, merci beaucoup pour votre présence devant notre commission. Ma question est rapide. En 2022, les représentants permanents auprès de l'Union européenne ont adopté les principaux éléments de la première étape de la réforme de la politique européenne en matière d'asile et d'immigration. Il semblerait que ce soit également à l'agenda du prochain Conseil de l'Union européenne et ce sera également un thème important pour notre pays cette année. Donc mes questions, elles sont multiples. Premièrement, pourriez-vous nous en dire plus sur l'état des négociations sur le sujet et en quoi ces dernières pourraient influer sur l'état de nos débats en France? Deuxièmement, plus globalement en votre nom et en celui du gouvernement, quelle est la position française sur le sujet qui arrive à l'échelle européenne? Et enfin, la présidence suédoise ayant débuté récemment, avez-vous des éléments relatifs à leur implication sur le sujet? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Caramanli pour le groupe socialiste et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Tout d'abord aussi au nom de mon groupe, les meilleurs vœux, voilà, et le plus chaleureux pour chacune et chacun ici. Vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, le dernier Conseil européen a pris plusieurs décisions importantes, mais il y a aussi quelques sujets en préparation dont je souhaiterais ici profiter pour que vous puissiez nous dire quelques mots. Pour ce qui est de l'économie et de l'énergie, le compte-rendu des travaux évoque la volonté d'une politique industrielle européenne ambitieuse pour adapter l'économie européenne aux transitions écologiques et numériques et pour réduire donc justement les dépendances stratégiques, en particulier dans les domaines les plus sensibles, tout en garantissant des conditions justement de concurrence équitable. Pouvez-vous nous dire si a été évoqué le principe d'une doctrine sur ce que sont les secteurs prioritairement concernés, sur la nature et la forme des investissements étrangers dont nous acceptons la propriété étrangère, ou encore la qualité d'opérateurs d'infrastructures considérées comme stratégiques ou critiques. Ces points avaient déjà fait l'objet d'échanges lors de la dernière COSAC, pour ça j'insiste. S'agissant de la fiscalité, il est fait état par la presse de l'adoption de l'unanimité du principe de transposition en droit européen de l'impôt minimum de 15% sur les bénéfices des multinationales, après la levée justement des blocages hongrois et polonais. Il s'agit donc d'une transposition en droit européen d'un accord international conclu sous l'égide de l'OCDE. Quels sont, à votre avis, les montants espérés au niveau européen de la mise en œuvre de cette fiscalité? Concernant la défense,
s'il fait état de la proposition de programme européen d'investissement dans le domaine de la défense afin de renforcer la capacité et la résilience du secteur technologique et industriel de défense européenne, rien n'est dit sur sa mise en perspective avec les orientations promues par l'Allemagne visant à se doter d'un bouclier de défense antimissile en lien avec d'autres pays d'Europe centrale à partir d'un système existant non européen. Quelle est la position donc de la France sur ce sujet? Merci. Merci beaucoup. La parole est à Henri Alfondari pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je vais m'inscrire dans les propos tenus par notre collègue Constance Le Grip. Je vous poserai donc directement plusieurs questions. La première est par rapport à la tendance protectionniste qui se dégage aux États-Unis avec l'IRA. Comment comptons-nous éviter une montée de ce protectionnisme par nos actions ? Comment on évite l'escalade. La deuxième, elle sera effectivement aussi sur la souveraineté, la stratégie et donc le marché énergétique. Il faut absolument, dans la transition, décarboner l'ensemble des grandes économies du monde. L'Union européenne en est une. Et donc, quelle est la position du nucléaire et du nucléaire français dans cette stratégie et l'éventuel avantage compétitif qu'il pourrait donner? Et enfin, par rapport à notre capacité à aider nos entreprises en difficulté et même transformer nos économies, effectivement, il y a la question des subventions d'État et de leur éventuel cumul avec les fonds européens et peut-être une plus grande liberté à laisser. Donc j'aurais bien voulu vous entendre sur ces 3 points. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Sandra Rogol pour le groupe des écologistes. Oui, bonjour. Assez rapidement, je vais aussi me contenter de questions sur 2 thématiques. D'une part, l'énergie et d'autre part, les droits humains. Sur l'énergie, tout d'abord, j'ai bien noté la stratégie développée pour aller chercher du gaz ailleurs et se passer des liens avec la Russie. Mais dedans, j'ai été interloquée par la notion de partenaire fiable qui inclut notamment l'Azerbaïdjan. Donc je veux savoir comment se positionner la France par rapport à ce partenaire qui ne semble pas beaucoup plus fréquentable démocratiquement que ne l'était la Russie jusqu'alors, même si c'est le choix de l'Allemagne de recourir à cette solution, particulièrement avec les problèmes soulevés par l'Arménie et les agressions qui ont lieu actuellement. J'ajoute un petit point technique sur la performance énergétique, où des choses ont été votées, alors qu'on vient de voter une loi d'accélération des énergies renouvelables, dans laquelle toutes les propositions que nous avions, qui étions exactement dans le sens de ces résolutions, ont été rejetées. Deuxième point, sur les droits, donc je m'interroge sur cette inadéquation entre ce qui est décidé d'un point de vue européen et ce qui est transposé ici dans les choix que nous opérons. Enfin, que vous opérez, pardon. Deuxièmement, sur les droits humains, je note bien l'ensemble des sanctions qui sont prononcées à l'encontre de l'Iran. Mais depuis la mort de Mahsa Amini, et malgré des sanctions qui se durcissent côté européen, rien ne bouge. Donc je voudrais savoir ce qu'il nous reste à activer d'un point de vue européen, et particulièrement d'un côté français, parce qu'à l'heure où je vous parle, on est nombreux à savoir que des gens sont torturés, enlevés, exécutés, et que rien ne change malgré la mobilisation internationale et les grands mots et les grandes manifestations que nous opérons chaque jour. Merci. Merci beaucoup. Merci, chers collègues, pour ces premières questions. Madame la ministre, je vous redonne la parole pour y répondre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les députés. Je crois qu'il est juste de dire que nous avons des questions regroupées autour de l'IRA, de l'énergie et Madame la députée rigole, des droits de l'homme et de l'Iran. Je vais commencer par l'IRA et l'énergie, mais je reviendrai sur ce que vous avez dit. Et aussi, Madame la députée Oziol, je n'oublie pas la politique agricole et les produits alimentaires. Nous sommes en train de subir un choc de compétitivité colossal avec la hausse des prix de l'énergie et l'IRA. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux. Et donc de creuser notre écart de compétitivité, notamment nous, Européens, face aux États-Unis. À cela, je crois que nous pouvons utiliser des mots forts, pour reprendre le mot de façon plus positive de Madame Oziol, des mots forts pour expliquer ce que nous faisons. Je vais commencer par l'énergie.
je l'ai dit, le président de la République le répète à tous les conseils européens, la ministre de l'énergie, Runacher, de la même façon. L'objectif de la France est d'assurer des prix plus bas de l'énergie et la sécurité d'approvisionnement. Et le « et » est très important. Parce qu'évidemment, il y a, n'en déplaise à ceux qui n'aiment pas la concurrence internationale, une compétition mondiale pour l'approvisionnement en électricité et en gaz. Et en faisant ça, j'ajouterai un troisième « et », donc prix, sécurité, transition énergétique. Et toujours, nous avons gardé le cap de la transition énergétique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire à court terme, effectivement, une baisse de la demande. On enlève, il faut faire des économies d'énergie. Ce n'est pas la première fois qu'on fait ça dans notre histoire et c'est le meilleur moyen de faire baisser les prix. Le remplissage des stocks, une mesure extrêmement efficace. Nos stocks sont aujourd'hui pleins à peu près 85-90%. Je vous rappelle que nous avions peur de ne pas les remplir. Donc, baisse de la demande, stockage, achat conjoint. Plusieurs d'entre vous m'ont interrogé sur la plateforme. La plateforme, elle est en train de se mettre en place. En décembre, il y a eu une réunion des énergéticiens et de la Commission européenne pour définir dans quel cadre on pouvait avoir une entente, en fait, entre énergéticiens, puisqu'il s'agit de ça, qui permettent d'acheter à prix moins élevé, puisque nous utilisons le pouvoir de levier de toutes les entreprises européennes. C'est en cours, il va y avoir d'autres réunions. Le deuxième point, c'est effectivement des discussions avec des partenaires fiables et en premier lieu la Norvège. Et comme vous le savez, le chancelier, le président de la République et la présidente de la Commission ont vu le Premier ministre norvégien. Des discussions sont en cours entre nos énergéticiens, nos Français et Européens, et les énergéticiens norvégiens pour assurer l'approvisionnement. Donc la demande, les stocks, les contrats, les plateformes et une accélération de la capacité de production d'énergie, mais de la capacité de production d'énergie bas carbone. Et ça a toujours été le combat de la France, donc à la fois le nucléaire et les énergies renouvelables. Et à nouveau, il était important de voter cette loi pour qu'on puisse aller plus vite dans le déploiement des énergies renouvelables. C'est le meilleur garant de la baisse des prix. Et puis, le dernier point que je voulais faire à ce sujet, effectivement, c'est le nucléaire. Depuis le début de la crise, vous avez pu voir que de nombreux pays en Europe qui étaient vraiment contre le nucléaire sont maintenant en train de revenir sur leur position. Donc ça, c'est important puisque nous allons à la fois pouvoir déployer le nôtre plus sûrement et aussi le rendre plus rentable avec des exportations. Et ça, je crois que c'est important puisque beaucoup d'activités sont en cours à ce sujet. La dernière chose sur laquelle je voudrais insister sur l'énergie, c'est la solidarité. Et Madame la députée Mélin, vous voulez sortir du marché unique de l'énergie? Peut-être. Si nous avions eu un moratoire cet hiver, Madame, nous n'aurions pas de lumière à l'heure actuelle. Nous n'aurions pas eu assez d'électricité pour tout le monde cet hiver. Alors oui, on peut sortir du marché d'électricité, mais je crois que nous devons à nos concitoyens de leur assurer de l'électricité tout l'hiver et toute la nuit. Votre choix. Aujourd'hui, évidemment, nous exportons à nouveau de l'électricité bas carbone, je tiens à le souligner. Et nous exportons également du gaz. Mais il se peut très bien qu'un jour on en manque, et c'est à ce moment-là que nous aurons cette solidarité. Le meilleur moyen, le dernier alinéa, je devrais dire, pour faire baisser les prix, c'est d'avoir une solidarité européenne. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de surstocker, de suracheter, puisque vous pouvez compter sur vos voisins. Donc nous, Madame, ce pourquoi nous nous battons, ce sont des prix bas et une sécurité d'approvisionnement avec de l'énergie bas carbone. Ce qui m'amène à l'IRA, parce qu'évidemment, on adresse le premier pilier de notre compétitivité avec la provision d'énergie bas prix et fiable. Et le fiable est très, très important pour les entreprises comme pour les ménages. Sur l'Inflation Reduction Act, donc, les États-Unis mettent en place 367 milliards de dollars de mesures, dont à peu près 200 ne sont pas conformes, effectivement, avec les règles de la concurrence et de la gouvernance mondiale. Quand on est un État de droit comme l'Europe, nous souhaitons respecter les règles de la gouvernance internationale. Ça, c'est la première chose.
La deuxième, c'est qu'on peut se féliciter que les États-Unis s'engagent enfin dans la lutte contre le changement climatique. Mais évidemment, on n'a pas envie qu'ils le fassent à nos dépens. Donc il y a des négociations entre, et c'est le premier pilier, entre l'Union européenne et les États-Unis. Est-ce que cela suffira? Non. Donc le deuxième étage pour notre compétitivité, c'est que nous, Européens, nous prenions en main et nous appuyons ce que le président de la République a appelé de ses voeux, l'autonomie stratégique et la souveraineté européenne. Donc c'est le déploiement, le renforcement d'un grand plan industriel qui passe par une simplification des procédures, ça a fait l'unanimité, une accélération des procédures, puisque les États-Unis font un crédit d'impôt, ça va très très vite à mettre en place, un crédit d'impôt, et un renforcement des moyens. Et le renforcement des moyens, c'est mieux cibler les secteurs. Et certains d'entre vous m'ont demandé quel secteur. Nous avons le secteur technologique, évidemment, technologie numérique, technologie énergétique et de transformation de notre industrie énergétique, technologie de santé. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il y a des usines qui se remettent à produire des médicaments basiques comme le Doliprane et l'amoxicilline en Europe. Donc ce sont les premières réalisations visibles de la stratégie de souveraineté et d'autonomie de l'Europe. Il y en a une en Autriche, si vous vous demandez, 2 en France. Et puis, bien sûr, tout ce qui concerne la cybersécurité. Donc, je l'ai dit, des simplifications, de l'accélération et plus de moyens. Et s'il faut plus de moyens que ceux qui sont déjà existants, notamment pour assurer que ces moyens ne sont pas captés par un seul pays, ce qui pourrait être le cas si on se contente de flexibiliser les aides d'État, parce que tout le monde n'a pas la même capacité à mettre en place des aides d'État. Donc pour s'assurer de ça, nous allons pousser pour qu'un instrument européen permette de réduire ce qu'on appelle la fragmentation, ou plutôt de donner les mêmes conditions à la fois de simplification et de financement à tous les pays européens. C'est ça ce que va demander la France pour le prochain Conseil européen. Énergie, plan stratégique. Je crois qu'avec ça, effectivement, nous allons renforcer non seulement la compétitivité de l'économie européenne, mais également son attractivité et donc la création d'emplois sur le sol européen. Cela va de pair, puisque certains m'ont demandé le lien avec les politiques nationales, avec un renforcement des compétences et un renforcement du taux d'emploi et du nombre de personnes capables de travailler avec du travail de qualité dans notre pays. Ensuite, vous m'avez interrogé sur les avancées sociales et les produits alimentaires. Sur les avancées sociales, je voulais juste rappeler à Madame la députée Oziol que la présidence française de l'Union européenne est parvenue à quelque chose qui était inenvisageable pendant des années, qui est l'existence d'un cadre commun pour le salaire minimum en Europe. Et je crois que vous pouvez aller parler à tous les pays scandinaves qui refusaient d'avoir une législation là-dessus. Refusaient, ben oui, parce qu'ils ont des partenaires sociaux qui négocient admirablement en Scandinavie. Ça n'a pas été facile pour Nicolas Schmit et je crois qu'on peut s'en féliciter. En ce qui concerne l'écologie, nous avons adopté une grande partie du paquet Fit for 55 avant la fin de l'année. C'est la plus grande ambition politique de changement pour faire face au changement climatique que l'on ait jamais vu au monde. Sur les produits alimentaires à prix abordable, vous connaissez, je ne vous ferai pas l'impolitesse de croire que vous ne connaissez pas la stratégie Farm to Fork qui est exactement à ce propos. Ce que nous prônons et ce que l'Europe prône, c'est une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement et à même d'assurer suffisamment pour que l'Europe ne manque pas de produits alimentaires à nouveau à prix raisonnable et que nous n'affamions pas le reste du monde non plus. Et je crois que là aussi, ça a été une des grandes avancées de ces dernières années. Ensuite, sur les droits humains, je voudrais que nous soyons... Il y a 2 choses. La première, c'est que nous avons appelé toujours à la libéralisation... Pardon, je vais reprendre les choses. Il y a 2 volets sur l'Iran et sur les droits humains. Le premier, c'est ce que fait la France, qui est d'appeler encore et toujours à une
plus grande humanité dans ce pays et surtout à mettre en place des sanctions. Vous savez, nous avons mis en place plusieurs paquets de sanctions et nous sommes en train d'en étudier un nouveau pour le prochain Conseil des affaires étrangères qui vise à la fois des personnes et qui est extrêmement fort. Maintenant, je voudrais que nous soyons aussi responsables. Nous avons des otages dans les prisons iraniennes. Des otages que, bien évidemment, nous voulons aussi protéger. Et donc, ce que nous faisons, c'est, je crois, non seulement être très volontariste de façon à appeler pour le droit des femmes, nous avons publié des vidéos, nous mettons en place des sanctions pour les personnes, pour des groupes de personnes, pour des régions, de façon très ferme. C'est vraiment une lutte sans répit pour appuyer les droits des hommes et des femmes en Iran et pour appeler à un changement radical de politique dans ce pays, notamment en ce qui concerne son régime et ses lois, le port du voile obligatoire, les mariages précoces dès la puberté, l'interdiction de l'avortement, les crimes d'honneur, tout cela, nous nous battons. Et nous avons dit et répété que les exécutions sont révoltantes, et nous continuerons de le dire. Et comme je vous disais, nous continuerons l'adoption de nouvelles sanctions tant que le régime iranien s'enfermera dans la voie de la répression. Et nous faisons aussi des appels pour que nos ressortissants français soient en sécurité. Ceux qui sont là-bas sortent. Nous demandons aux personnes de ne pas être dans le pays. Et d'autre part, nous essayons de protéger et libérer nos otages. Je crois que je peux m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je reprends le fil des questions et je passe la parole à Lisiane Métayer pour le groupe Renaissance pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, donc je vais revenir sur le Conseil européen des 15 et 7 décembre dernier. Les chefs de l'État et du gouvernement ont posé les dernières lignes directrices en vue de l'adoption, donc lors du Conseil énergie du 19 décembre, d'une proposition de règlement renforçant la solidarité grâce à une meilleure coordination des achats de gaz. Alors, les ministres de l'énergie de l'UE sont ainsi parvenus à un accord politique sur un règlement du Conseil établissant un mécanisme de correction du marché afin de protéger les citoyens et l'économie contre des prix excessivement élevés. Alors, cet accord est le fruit de longues négociations et je tiens à saluer le rôle du président de la République et de la ministre Agnès Pannier-Runacher donc dans l'aboutissement de celle-ci. Le règlement vise à limiter les épisodes de prix excessifs du gaz dans l'UE qui ne reflètent pas les prix du marché mondial, tout en garantissant la sécurité de l'approvisionnement énergétique et la stabilité des marchés financiers. Donc, le mécanisme permet de plafonner les prix de gros du gaz dès qu'ils dépasseront 180 € MWh 3 jours consécutifs et ne sera activé qu'à un niveau de prix supérieur d'au moins 35 € au prix international moyen du gaz naturel liquéfié. Ainsi, Madame la Ministre, quelles vont être les conséquences concrètes de cet accord et quelles sont les prochaines étapes en matière d'énergie au niveau européen? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Jean-Pierre Pont pour le groupe Renaissance. Comme tous les ans, en décembre 2022, le Conseil des ministres de l'Union européenne s'accordait sur les quotas pour l'année 2023. Dans les estimations, bien sûr, il y a des... Donc, adaptation qui s'appuie sur des avis scientifiques indépendants. Mais si, bien sûr, on retirera une bonne nouvelle, c'est l'augmentation des quotas de thon rouge de 10%, puisque ces derniers mois, on voyait débarquer à Boulogne-sur-Mer de plus en plus de ces spécimens. Mais ces pourcentages ne sont pas encore officiels, rien n'est gravé dans le marbre. Il faut maintenant, Brexit oblige, que ces chiffres soient validés par Londres pour repasser par le Conseil européen. Et pour la mer du Nord, cela doit être validé par la Norvège, puis revenir à l'Union européenne et le Royaume-Uni. Et nous savons que les accords avec le Royaume-Uni nous obligent à une diminution des quotas de 5% par an pendant 5 ans. Mais il y a 2 ans, on nous avait promis d'obtenir toutes les licences de pêche en 1 mois. Et il aura fallu 2 ans pour les obtenir. Ce même délai, bien sûr, est inimaginable pour la confirmation des chiffres de quotas. Alors, Madame la Ministre, quand aurons-nous les chiffres définitifs? La deuxième question, il était envisagé et demandé des quotas pluriannuels donnant une plus grande visibilité à nos marins pêcheurs. Qu'en est-il? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, une question très précise, très concrète. Vous avez parlé de la candidature de la Bosnie-Herzégovine qui a été acceptée. Je
je pense qu'on peut se dire franchement, les yeux dans les yeux, qu'il y a un an, ce n'était pas dans les plans. Et on a bien compris pourquoi. Je crois que c'est une bonne décision. Je voudrais vous poser une question très précise sur les impacts sur le bilatéral. Est-ce que, à partir de cette décision qui est un peu bousculante, est-ce que nous revoyons la façon dont nous travaillons en bilatéral, dont nous allons travailler en régional, avec l'Agence française de développement, sur l'économique, Expertise France? Il va certainement y avoir besoin de relancer un certain nombre de partenariats institutionnels pour aider ce pays qui est, nous le savons tous, quand même un peu tiré vers le haut rapidement, on va dire. Et je pense que nous devons changer de braquet, non pas uniquement en termes européens, mais en termes de bilatéral. Et il faut que la France revienne. Cette décision, je crois, nous oblige. Et je voudrais savoir si le gouvernement a tiré toutes les analyses sur le plan de la diplomatie française qui sont attachées à cette décision, encore une fois, qui a été un peu bousculée, mais dont je partage l'intérêt. Merci. Merci beaucoup. La parole est à Stéphane Buchou pour le groupe Renaissance. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Au lendemain du Conseil européen, les 17 et 18 décembre dernier, se sont tenues des négociations dans le cadre du paquet Fit for 55, qui vise à réduire de 55% les émissions carbone du continent européen d'ici à 2030. Ces négociations ont abouti à des avancées majeures, notamment sur la réforme du système communautaire d'échange des quotas d'émissions, avec entre autres l'élargissement à de nouveaux secteurs industriels, au transport aérien ou au transport maritime. Le prix du carbone passera alors de 80 € actuellement à 100 €. En conséquence, un fonds social pour le climat a été créé pour limiter l'impact de cette augmentation du prix du carbone sur les ménages dans les années à venir. Je voulais avoir votre sentiment et savoir si ce fonds est, à vos yeux, suffisant pour prévenir et contenir d'éventuelles hausses des produits du quotidien pour les foyers européens. Et puisqu'il me reste un petit peu de temps, je vais abonder par rapport aux propos de Jean-Pierre Pons sur les quotas de pêche et par rapport à l'aspect pluriannuel de ces quotas, de manière à donner de la visibilité à nos marins pêcheurs. C'est essentiel pour la souveraineté alimentaire. Et voilà, je vous fais passer le message parce que c'est un élément important qui est remis tous les ans. Et on a du mal à savoir si oui ou non, un jour, on va passer sur des quotas pluriannuels. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La parole est à Madame Brigitte Klinkert pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Depuis l'arrivée au pouvoir du parti Droit et Justice en Pologne en 2010, l'état de droit du pays a régulièrement été contesté et affaibli de différentes manières. Les atteintes contre les ONG, la liberté de la presse, les droits LGBT par exemple. Le point le plus controversé concerne l'indépendance de la justice en Pologne, notamment suite à l'instauration en 2018 d'une chambre disciplinaire de la Cour suprême. Et dans le même temps, et suite à la pandémie de la Covid-19, l'Union européenne a mis à la disposition des États membres des fonds de soutien dont a bénéficié la Pologne. Mais en raison des entraves à la justice, son plan de relance, plan national pour la reprise et la résilience, a été suspendu et a été bloqué par l'Union européenne pour non-respect de l'état de droit. L'année dernière, en 2022, et après plusieurs mois et suite à la promesse de la Pologne de supprimer cette chambre disciplinaire, la suspension de ce plan de relance polonais de 35,4 milliards d'euros a été levée. Alors, Madame la Ministre, quelles sont les mesures qui sont prévues pour contrôler, pour garantir les engagements pris par la Pologne et ainsi pour garantir une utilisation conforme des moyens du plan de relance? Et puis, dans ce contexte, pouvez-vous nous dire comment vous percevez la prochaine échéance électorale polonaise qui se tiendra l'automne prochain? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Liliana Tanguy, au groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Merci pour cet échange et pour votre écoute constante vis-à-vis des parlementaires. Je voulais aborder avec vous à nouveau la question de l'intégration de la Croatie à l'espace Schengen, puisque c'est quelque chose que j'ai soutenu et je pense que c'est une bonne avancée, puisque la Croatie dispose d'une frontière la plus longue d'Europe
avec frontière extérieure de l'UE de 1350 km. Et c'est aussi par la Croatie que passe la route des Balkans, qui est empruntée par les migrants, mais aussi les trafiquants d'armes et de drogue et d'êtres humains. Donc je voulais savoir si vous pensez que cette intégration à l'espace Schengen de la Croatie va permettre de renforcer le contrôle aux frontières européennes, parce que il y a à nouveau eu des entrées illégales qui ont été enregistrées via la Croatie ces derniers mois. Et je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit mon collègue Frédéric Petit par rapport à l'octroi du statut de candidat à la Bosnie. Je pense aussi que ça arrive peut-être un peu tard, parce que ce pays est en proie à de grosses difficultés et une menace sécessionniste et de résurgence des nationalismes qui sont véritablement un danger pour la stabilité de la région. Et je voulais savoir si la France, comme a dit Frédéric, pouvait jouer un rôle dans ce souhait de paix que vous avez évoqué et de prospérité pour ce pays. Et enfin, juste une dernière mention sur la pêche, parce que effectivement, il est important que l'on entende de la nécessité d'avoir des quotas pluriannuels. Et la Suède, qui prend la présidence, souhaite engager les négociations pour réviser la politique commune des pêches. Donc, je voulais savoir si on pouvait en avoir des informations sur ce point. Merci. Merci. La parole est à Nicole Lepay. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. La question énergétique reste une actualité qui cristallise les inquiétudes de nos compatriotes, particuliers comme professionnels d'ailleurs, et je sais le Conseil européen investit dans la recherche de solutions pérennes. Afin de contrer la flambée des prix, celle-ci a approuvé le 16 décembre dernier des modifications du régime français. Ces modifications visent à soutenir les entreprises à forte intensité énergétique via une augmentation du budget alloué de plus de 2 milliards. Ainsi, pensez-vous que cette augmentation de 2 milliards soit suffisante afin de pallier les coûts supplémentaires que connaît notamment la filière de l'agroalimentaire et les TPE-PME? Et outre les mesures à court terme, quelles propositions de réforme structurelle du marché de l'électricité devrons-nous adopter afin d'entrer dans un système décarboné? Alors vous avez quelque peu répondu à mes questions dans vos propos liminaires, et j'en ai une troisième, si je puis me permettre. Je viens de voir que le Premier ministre portugais vient de réouvrir des négociations avec le Mozambique, notamment pour le gaz naturel, et je me disais comment une ouverture à des pays peut-être lointain, mais une ouverture à nouveau sur des marchés pourrait rebooster nos relations commerciales, notamment pour l'énergie, pour l'Europe, et conforter l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Karamanli. Merci. Je reviens un petit peu sur, Madame la Ministre, sur deux sujets. D'abord, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un petit retour sur l'impôt minimum de 15% de bénéfices, sur les bénéfices des multinationales, qui a été évoqué lors de ce Conseil. Et puis, je voulais aussi peut-être connaître également la position de la France sur le sujet concernant le bouclier de défense antimissile en lien avec, qui a été conclu entre l'Allemagne et d'autres pays d'Europe centrale à partir d'un système existant non européen, justement. Quelle est la position qui a été défendue? Et enfin, dernier élément, j'ai vu aussi qu'il y avait une déclaration conjointe entre l'Union et l'OTAN qui a été faite hier, impliquant justement la redéfinition du concept d'autonomie stratégique. Quelle est justement la complémentarité entre cette doctrine et la boussole stratégique dont vous avez parlé tout à l'heure, sur revendique aussi l'Union? Un sujet dernier, qui est l'immigration. Vous l'avez évoqué entre les deux présidences, mais pas totalement sur le fond. On sait qu'effectivement, la Suède et l'Espagne n'ont pas les mêmes visions sur la présidence, en tout cas du Conseil, et sur cette question-là. Les priorités ne sont pas les mêmes. Avez-vous des éléments à nous communiquer justement sur ce sujet important et qui va nous occuper quelques mois prochainement? Merci beaucoup. La parole est à Benjamin Haddad. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord, meilleurs vœux de bonne année et merci de passer un petit moment avec nous à échanger. Quelques questions rapides sur la communauté politique européenne, un succès de la diplomatie française en 2022, vous l'avez mentionné, il y a un nouveau sommet qui est prévu en Moldavie. Je voulais savoir
quelle est l'avancée des travaux de nos partenaires moldaves en coopération avec nous? Et est-ce qu'il serait envisageable de structurer aussi la communauté politique européenne de façon plus permanente, avec peut-être la création d'un secrétariat permanent? Je crois que c'est une option qui avait été écartée. Pourquoi ne pas y réfléchir peut-être après ce sommet en Moldavie? Ma deuxième question, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine rencontre avec vous, sur le sommet franco-allemand du 22 janvier. On a eu des avancées majeures, sur notamment le SCAF ces dernières semaines. Est-ce que vous attendez des avancées concrètes à annoncer lors du sommet? Et un dernier point peut-être juste à porter à votre attention, même si je pense qu'à ce stade ça relève plutôt de Bercy, c'est sur l'application du 9e paquet de sanctions sur l'Ukraine, et notamment la question d'Eutelsat, qui est un réseau de satellites qui permet la diffusion de chaînes et qui fait l'objet de sanctions aujourd'hui liées à la diffusion de chaînes de propagande russe dans un certain nombre de pays, comme les territoires occupés ukrainiens, la Russie, mais aussi l'Arménie ou l'Afrique du Sud. Je crois que Telsat aujourd'hui doit cesser la diffusion de ces chaînes, et visiblement, d'après les informations dont je dispose, ce n'est toujours pas le cas. Et donc, juste pour porter à votre attention ce dossier et veiller vraiment à la mise en œuvre rapide de la fin de la diffusion de ces chaînes. Merci beaucoup. Et enfin, Pascal Boyer. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Le 19 décembre 2022, après des mois de négociations, les États de l'Union européenne se sont accordés sur le plafonnement du prix du gaz à 180 € le mégawattheure pour garantir un coût d'achat acceptable et pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens de l'Union européenne et la compétitivité de notre économie. Si cet accord est nécessaire, des États tels que la Hongrie, la Pologne ou encore les Pays-Bas ont montré une certaine réticence à ces mesures. Par exemple, le Danemark et l'Autriche craignent que la demande en besoin d'énergie ne diminue pas du fait de la mesure adoptée pour contraindre le prix du gaz. Madame la Ministre, quelles sont les alternatives pour assurer l'approvisionnement du gaz pour l'hiver prochain si les importations hors Union européenne diminuent? Ce mécanisme ne sera pas maintenu en cas de risque d'approvisionnement. Quelles pourraient alors être les alternatives pour maintenir un prix d'achat du gaz que nous pourrions considérer comme acceptable? Je vous remercie. Merci beaucoup. Il n'y a plus de demande de prise de parole. Madame la ministre, je vous la repasse pour pouvoir répondre à toutes ces questions. Merci, merci Monsieur le Président. Et tout d'abord, je vais répondre sur la question des migrations. Et pardonnez-moi, Madame la députée Morel, d'avoir pris le temps. En ce qui concerne le pacte asile et migration, et je vais élargir un tout petit peu le sujet, mais parce que nous progressons sous deux angles. Le premier, je crois que tout le monde l'a vu, c'est celui de l'accueil des bateaux après le drame, c'est peut-être un grand mot, mais en tous les cas, ce qui aurait pu être un drame de l'Ocean Viking en décembre. Il a été mis en place, suite à une réunion extraordinaire du Conseil européen, un groupe de contact qui regroupe à la fois les États membres, mais aussi les ONG, pour s'assurer d'une bonne coordination quand un bateau avec des migrants s'approche de nos côtes, de façon à assurer la sécurité des migrants et une bonne procédure en interne avec la prise en charge des demandeurs d'asile. Et ça, je crois que c'est bien parce que ça va éviter ce qui, en fait, humainement, n'est vraiment pas digne que nous avons vu en décembre dernier. Ensuite, sur les progrès du pacte asile et migration, nous allons aborder la seconde étape de ce progrès, de ce pacte, qui consiste d'une part à avoir un meilleur filtrage à l'entrée, donc s'assurer que toutes les personnes sont bien enregistrées et leurs demandes rapidement étudiées, et ensuite un suivi. Vous savez que parfois les personnes s'inscrivent plusieurs fois ou dans plusieurs pays. Avec le nouveau système que nous allons mettre en place, ça ne sera plus possible. Donc un volant solidarité, notamment avec l'accueil, et un volant responsabilité en éliminant ce type de choses. Et puis dans une troisième étape, et je crois que ça va être très important, et nous sommes déjà en train de regarder ça, il s'agit des pays de départ, de s'assurer qu'effectivement nous avons une meilleure politique avec les pays de départ, notamment en renforçant non seulement l'aide au développement et leur structure économique, mais aussi en s'assurant qu'il y a une certaine sécurité sur les pays de départ. Il n'est pas normal que des personnes prennent des bateaux et mettent leur vie en danger. Ce qui peut peut-être m'amener à la route des Balkans, puisque, comme vous savez, les migrants qui arrivent
par la voie maritime, en fait, ne sont pas une part importante de ceux qui arrivent en Europe. Et je crois que si on prend un peu de recul, l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen est une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, elle a été accueillie à l'unanimité des États membres de l'Union européenne, ce qui est un signal très fort au-delà du sujet des frontières que vous avez évoqué, Madame la députée Tanguy. Et je crois que si elle a fait l'objet d'un consensus, c'est parce qu'effectivement, elle n'a absolument pas ménagé ses efforts depuis des années pour se conformer à l'ensemble des critères qui sont requis pour l'adhésion de Schengen et qui sont extrêmement exigeants. Et d'ailleurs, elle a parfaitement travaillé avec la Commission. Maintenant, elle est aussi consciente de son rôle de gardienne de la plus longue frontière extérieure de l'Union européenne, puisqu'elle partage avec la Bosnie sur près de 1000 kilomètres. Et notamment avec ce contexte que l'on connaît de flux migratoires sur la route des Balkans, elle a pris des mesures de protection supplémentaires de ces frontières pour mieux les contrôler, de la même façon que nous avons plusieurs pays des Balkans, ajusté leur politique de visa pour l'aligner plus précisément sur celle de l'Union européenne. Et j'en profite pour saluer le travail que vous avez fait quand vous étiez présidente du groupe d'amitié franco-croate. Ce qui m'amène à la question de monsieur le député Petit, et aussi, et je vous prie de m'excuser, Madame Carvalli, de ne pas avoir répondu plus tôt à toutes vos questions, notamment sur les Balkans plus largement et sur la Bosnie. Je crois qu'il est juste de dire que depuis plusieurs années, la politique française à l'égard des Balkans a dramatiquement changé et évolué pour embrasser beaucoup plus les Balkans et avec le drame de la guerre en Ukraine, pour s'assurer aussi de la solidité, de la robustesse du continent. C'est d'ailleurs l'objet de la communauté politique européenne soulevée par le député Haddad. Et donc dans le cadre de cette politique renouvelée, il y a beaucoup plus de visites de ministres et de travail en commun pour en fait réaliser des projets concrets, pas juste pour aller les visiter, mais de travail en commun avec cette région. Par exemple, lorsque je suis allée en Albanie avec la députée Tanguy et la députée européenne Vedren qui ont accepté de m'accompagner, nous avons parlé de projets AFD sur la provision d'eau potable dans cette région. Lorsque vous évoquez la Bosnie-Herzégovine, effectivement, nous portons un intérêt particulier et attentif à ce que fait l'AFD et ce que fait Fertile France. J'irai en Bosnie-Herzégovine. Comme vous le savez peut-être, il y a en ce moment un projet, pas un projet d'ailleurs, il y a une expertise d'Expertise France pour les aider à améliorer leur système de justice. Donc nous y sommes déjà, et avec déjà des projets concrets que nous allons amplifier et accentuer. Ce qui répond un petit peu à votre réflexion, Madame la députée Tanguy, sur pourquoi nous ne l'avons pas fait plus tôt. Il y a un arbitrage, et je crois, entre la rapidité à accéder au statut de candidat à l'adhésion et les réformes à mettre en œuvre. Et là où je crois qu'un profond changement est en train de s'opérer, c'est qu'il y a consensus que cela prend trop de temps d'intégrer l'Union européenne, et qu'en même temps, nous devons accompagner mieux et plus fortement les pays sur le chemin de la réforme. Donc en fait, cette amélioration de l'état de droit, des procédures, de l'acquis communautaire va demander une implication beaucoup plus importante à la fois de la Commission et des pays membres pour les aider à accélérer et ne pas faire de ces procédures. Enfin, concrétiser ce que nous avons dit et ce que le président de la République a dit, que ces processus d'élargissement doivent être plus rapides, plus accompagné, et en fait que ça ne devienne pas une antichambre qui fait désespérer les pays pendant très longtemps, comme ça a pu être le cas par le passé. Et oui, on a à chaque fois, juste pour conclure là-dessus, toute une liste de partenariats. Ça va de, bien sûr, l'eau, ça peut aller au transport, les infrastructures de transport, les infrastructures énergétiques. Ce sont beaucoup de projets que nous avons dans cette région. Pour faire sourire mon directeur de cabinet, je vais parler du corridor 8 sur lequel j'attache beaucoup d'importance, qui, que je pense, est vraiment un élément essentiel de cette région, puisque c'est le train qui part de la pointe des Balkans et qui va remonter vers l'Italie.
mais aussi, et je crois que c'est ce à quoi vous faisiez allusion, monsieur le député Petit, tout ce qui peut aider à accélérer la mise en place des institutions et des process pour les réformes. Et comme je dis, c'est déjà le cas en Bosnie, mais nous allons aller plus loin. Ça peut m'amener d'ailleurs sur la Pologne et l'état de droit, madame la députée Kinkert, avec l'indépendance de la justice. Comme vous savez, il y a eu cette procédure avec le PNRR. Donc effectivement, la Pologne n'a pas pu toucher le plan de relance, contrairement aux autres pays. Je vous rappelle que nous avons déjà eu 2 versements. Le plan, maintenant, les dernières contraintes ont été levées, mais pour l'instant, il n'y a pas eu un euro de déboursé, car demain doit se faire un vote en Pologne qui entérine la réforme assurant l'indépendance de la justice. Et bien sûr, le déboursement est lié non seulement à ce vote, mais ensuite à la mise en œuvre de ces réformes. Vous avez été nombreux à m'interroger sur la pêche. Monsieur les députés et mesdames, par ailleurs. D'abord, vous avez parlé du thon rouge. Je crois qu'il est important de souligner que si nous revoyons du thon rouge en abondance dans nos mers, sur la planète, c'est grâce à la politique de régulation qui a été faite et de préservation d'environnement. Et je crois qu'il faut qu'on le dise et le redise pour que tout le monde ait bien conscience de l'importance de ces politiques qui ne sont pas là pour empêcher les pêcheurs, mais pour maintenir la capacité à pêcher sur le long terme. Vous avez aussi relevé, monsieur le député Pont, que le Conseil pêche de décembre a permis à la France d'obtenir satisfaction sur un grand nombre de points, notamment sur les stocks partagés avec le Royaume-Uni, et il y aura la publication du règlement correspondant fin janvier, a priori. Avec la Norvège, les consultations sont toujours en cours, elles se poursuivent de façon activement. Il y a d'ailleurs une séance de négociation aujourd'hui même et une autre demain. Pour ce qui concerne la pluriannualité des quotas, c'est quelque chose qui est cher au cœur des pêcheurs et à notre cœur. Avec le ministre Berville se bat beaucoup pour cela et nous le soutenons. Pour l'instant, l'allocation des quotas, elle est basée sur des rapports scientifiques qui sont annuels. Donc nous poussons à ce que ces rapports scientifiques aient une prévisibilité de plus moyen terme, tout en s'assurant bien sûr que nous allons préserver l'évolution des quotas de façon à maintenir la pêche sur le long terme. Alors attendez, puisque je ne veux oublier personne. Vous m'avez, madame la députée Karamani, je crois que vous m'avez interrogé sur les secteurs qui étaient concernés par le type de... Je vais vous répondre de façon un peu générale, mais je crois qu'il est très important de comprendre la vision aujourd'hui. Pour être une Europe souveraine, avec une autonomie stratégique, il s'agit non seulement d'avoir une politique industrielle forte, nous en avons parlé, c'est un premier pilier essentiel, mais également d'avoir une politique extérieure qui soit cohérente et forte. Et à cet égard, comme vous savez, la présidence française de l'Union européenne s'est dotée d'une variété d'instruments, notamment anti-coercition, de mesures miroirs, et je crois d'un instrument qui va vous sembler particulièrement intéressant, qui s'appelle l'instrument anti-subvention. De quoi s'agit-il? Lorsqu'un pays subventionne outrageusement un secteur ou une entreprise et qu'il entend ensuite vendre les produits de cette subvention outrageuse à l'intérieur de l'Union européenne, nous avons maintenant le pouvoir non seulement de mener une enquête, mais lorsqu'il sera démontré que cette subvention, qu'il y a effectivement subvention excessive et outrageuse, d'appliquer des tarifs sur ces produits de façon à compenser la subvention excessive ou outrageuse. Et ça, je crois que c'est un instrument particulièrement puissant, à la fois vis-à-vis des pays extérieurs, mais aussi pour montrer à nos citoyens que non seulement ça paye de respecter les règles, mais qu'en plus nous savons nous battre et de façon peu naïve contre ceux qui ne les respectent pas. Je crois que c'était une question de plusieurs personnes et cet exemple, je le trouve particulièrement illustratif. Là, peut-être troisième pilier, et vous m'avez interrogé sur les investissements, je crois qu'il faut que nous n'ayons pas de naïveté sur certains investissements qui sont un peu du haut, avec la possibilité de récupérer des données ou de récupérer
technologie. À ce stade, les décisions d'investissement, elles relèvent largement des prérogatives nationales. Donc la question se pose, si pour assurer l'intégrité du marché unique, nous voulons porter une part d'Européens dans ces décisions, qui bien sûr s'appliqueraient pour l'instant en complémentarité et juste, ce sont des remarques qui n'engagent personne, mais qui demain pourraient être plus engageantes pour préserver le marché unique. Et je crois que c'est un bon débat à porter, si vous voulez que nous en discussions plus en avant. Vous m'avez également interrogé sur le pilier 2. D'abord, je crois qu'il faut qu'on se réjouisse vraiment de la mise en place de cet impôt minimal pour toutes les sociétés. Cela montre à nouveau que les règles de la gouvernance mondiale peuvent être efficaces et effectives. À ce stade, il devrait rapporter 150 milliards à l'ensemble du monde. Et bien sûr, après, des précisions et des affinages sont à faire par pays. Sur les technologies et la résilience en matière de défense, je crois qu'il y a 3 types à nouveau d'outils. Il y a ce qu'on fait pour la recherche et le développement, il y a ce qu'on fait pour le développement de l'industrie, et il y a ce qu'on va faire sur les achats. Je crois que sur les achats, et notamment avec la facilité européenne de paix, ce que nous cherchons à faire, c'est à faire que les pays européens, notamment les petits qui n'ont pas beaucoup de munitions et de stocks et qui ont beaucoup sacrifié pour l'Ukraine, puissent se réapprovisionner avec le soutien de l'Union européenne et de préférence, et c'est inscrit, en matériel européen. De la même façon, nous allons investir dans la recherche de la défense, dans la matière de défense, et là où il y a de l'argent européen, c'est pour développer de la recherche européenne. En ce qui concerne les achats au sens large et l'industrie, l'ambition de la France, elle est claire, elle est d'avoir une industrie de défense beaucoup plus importante en Europe. Ça va prendre un petit peu de temps, il faut quand même le reconnaître, et donc il y a aujourd'hui des choses que nous ne pouvons qui nécessairement sont achetés ailleurs qu'en Europe. Mais l'objectif à terme, c'est d'avoir une industrie suffisamment puissante et grâce aux synergies européennes pour que ce soit de moins en moins. Et bien sûr, et vous l'avez mentionné vous-même, tout cela se fait en coopération avec l'OTAN. La défense européenne et la défense transatlantique sont complémentaires et ont vocation à être complémentaires. Et je crois qu'on peut se réjouir un petit peu en amont du CMFA, de l'accord sur le SCAF, qui regroupe tous ces éléments. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, Madame la députée Bouchou, vous m'avez parlé, Monsieur le député Bouchou, pardon, vous m'avez parlé à la fois pêche, Fonds social pour le climat et Fit for 55. À nouveau, je crois qu'on va prendre un tout petit peu de recul sur la transition énergétique et Fit for 55. Notre but est d'être la première économie, l'économie européenne décarbonée du monde. Et je crois que nous avons pris les ambitions les plus exigeantes et les plus pratiques pour avancer sur ce chemin, ce qui me semble très important. Maintenant, nous devons le faire avec nos entreprises, avec nos citoyens. Et c'est bien pour cela qu'il y a les mesures comme la taxe sur le carbone et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières destiné à protéger notre industrie et nos emplois, et le Fonds social pour le climat que vous évoquiez, qui lui est destiné à protéger les personnes et à les accompagner dans cette transition. Très clairement, si un pays ferme des mines de charbon, il faut que nous puissions à la fois réindustrialiser la région avec autre chose que des mines. C'est par exemple ce que fait l'Allemagne en Rhénanie du Nord, mais aussi accompagner les personnes soit dans une formation pour qu'elles trouvent un autre emploi dans cette région, soit dans d'autres activités, et c'est à ça que sert le Fonds social pour le climat. Il sera important de le réévaluer et si besoin de le réabonder au fur et à mesure que nous faisons la transition. Et sous le contrôle de tout le monde, je crois que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci. Ah, pardon. Absolument. CPE. Merci de cette question d'ailleurs sur la communauté politique européenne. Sur les prochaines étapes en Moldavie, l'objectif, c'est sur quoi nous travaillons maintenant, c'est des projets concrets dans les 7 secteurs qui ont été identifiés à Prague, de la cybersécurité à l'énergie, à toutes les sortes d'infrastructures et aussi aux échanges étudiants.
Nous consultons pour ça évidemment toutes les institutions financières internationales et européennes, puisque pour faire des projets concrets, il faudra des fonds. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à les inclure dans la communauté politique européenne très prochainement, et notamment pour la Moldavie, ce serait bien. Je ne peux pas garantir à ce stade, mais en tout cas, si pas en Moldavie, ça sera en Espagne, je l'espère. Et puis de continuer l'influence politique. Vous savez que la dernière fois, le président de la République, avec Charles Michel, avait une longue discussion avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, précisément pour mettre en place la mission d'observation qui est celle qui doit conduire à une discussion constructive sur les frontières. La prochaine fois, par exemple, ce sera une communauté politique européenne après les élections turques, ce qui peut également être intéressant. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci pour vos explications toujours précises et détaillées. Je crois que tout le monde a fini de poser des questions. Si c'est le cas, je vous propose qu'on lève cette réunion et qu'on se retrouve mercredi prochain à 13h30, à 14h, pardon, avec deux communications, l'une sur l'instrument du marché unique pour les situations d'urgence et l'autre sur la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Ces deux communications sont portées par Marietta Caramanli et Sabine Tillet. À la semaine prochaine.